Spectateurs, bonsoir. Vous êtes sur l'émission Tribune des ONG, projets, associations. Une émission qui vous amène à la découverte des structures associatives qui interviennent dans la région de Zender. Nous sommes aujourd'hui au bureau du programme Partenariat pour la conservation de la biodiversité sahélo-saharienne de la réserve naturelle nationale de Termites et Tintouma. Nous sommes avec M. Abdoulaye Harouna, il est coordonnateur du programme Partenariat pour la conservation de la biodiversité sahélo-saharienne de la réserve naturelle nationale de Termites et de Tintouma. M. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Donc, M. Abdoulaye, votre programme, le programme dont vous êtes le coordonnateur, s'occupe de la préservation, de la protection de la faune et de la biodiversité dans notre pays. Présentez-nous brièvement votre programme et les projets qui sont logés. D'accord. D'abord, je profite de cette occasion pour remercier Télévision Gaskia parce que c'est extraordinaire de voir que de plus en plus nos télévisions sont concernées par ce domaine de la faune. Pas de l'environnement parce que l'environnement a été toujours, mais en particulier la faune, elle a été souvent négligée. Donc le programme Partenariat pour la conservation de la biodiversité, n'est-ce pas, de la réserve naturelle nationale de Termites et Tintouma, est financé par l'Agence française de développement, l'AFD, et il est exécuté par Noé Conservation, en étroite collaboration. Noé Conservation, c'est une ONG de droit français, et en étroite collaboration avec le Sahara Conservation Fund, et nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable. Oui. Quelles sont les différentes activités que vous menez au niveau de ces différents secteurs sous-projets que vous venez d'énumérer et qui contribuent à l'atteinte de votre objectif qui est la protection effective de la faune? En fait, le PCBR, en abrégé, donc on appelle PCBR, et c'est un programme qui a un certain nombre de volets. Et parmi ces volets, on a un volet conservation, on a un responsable de suivi écologique aguerri, on a un volet développement local. Et puis, enfin, on a aussi un volet sensibilisation. Mais au niveau du volet développement local, nous avons des activités, notamment l'hydraulique pastorale, notamment la santé et l'éducation. Donc au sein de ces différents volets, que vous venez d'évoquer, et pour parler du premier volet, notamment le volet conservation, vous avez dit qu'il y a même un monsieur qui est là spécialement pour ça, spécialiste de la question. Quelles sont les activités que vous menez concrètement sur le terrain pour la conservation de la faune? C'est le suivi à long terme. Le suivi à long terme de la faune pour informer, collecter des informations au niveau terrain avec des outils ultra modernes tels que le cyber-tracker. On fait également le suivi télémétrique de certains carnivores, etc. Et le suivi régulier, espèce par espèce, nous donne une gamme d'informations qui nous permettent d'alimenter notre base de données et qu'on utilise pour une meilleure gestion de la réserve. Vous savez, cette réserve, elle est dotée d'un conservateur et il a des agents de conservateur au nombre de 20. Il a besoin des informations pour prendre les meilleures décisions en ce qui concerne l'aménagement et la gestion de la réserve. Les partenaires au développement aussi, qui continuent à financer ce programme, ont besoin de suivi écologique pour savoir si les raisons de la création de cette réserve existent encore. C'est-à-dire que si la faune est toujours là, ou si la faune n'y est plus, et donc il n'y a plus de raison de conserver cette réserve. C'est ça, en fait, le devoir du suivi écologique à long terme. Il s'agit également il y a aussi un volet développement local au sein duquel il y a des activités qui sont menées par secteur.
Pour parler de l'hydraulique pastorale. L'hydraulique pastorale, vous savez, c'est la question clé. On est en zone nomade. Et la première préoccupation de la population, parce que quand le projet a commencé, avant de créer la réserve, tout est fait avec la population. Il y a eu un atelier initial qu'on a appelé atelier des dolés, et il y a eu des engagements de la part de la population. Il y a eu une déclaration dite déclaration des dolés, où la population demande justement la création de cette réserve en disant voilà le type de réserve. Une réserve où on est libre de pratiquer nos activités pastorales, mais aussi une réserve où nous, on va plus chasser. On va contribuer à ce que quelqu'un d'ailleurs ne vienne pas chasser les maigres ressources qui restent. Donc, grosso modo, c'est ça la déclaration des données. Donc, c'est comme un engagement de notre part d'aider dans le sens de l'hydraulique pastorale. Vous le savez, dans cette zone complètement désertique, et les types de puits utilisés, c'est des puits traditionnels. Et pour faire un puits traditionnel, des fois, il faut couper jusqu'à 12 pieds d'arbre, parce qu'il faut des rodins. Et pour faire le coffrage, c'est avec de la paille consommée par les animaux qui est utilisée pour faire ce coffrage. C'est ça le puits traditionnel. Malheureusement, il a une durée de vie très limitée, 6 mois. Et il faut recommencer. Mais on n'a pas ces ressources ligneuses dans cette zone déjà complètement environnée de la végétation. Donc, pour continuer une telle pratique. C'est pourquoi le projet a, n'est-ce pas, à travers ces relations, nous avons pu trouver monsieur Roland Tapia, qui a conçu un puits traditionnel amélioré dans la région des Tentes. Donc, nous avons compris que ce type de puits, c'est le bienvenu. Parce que simplement, le puits traditionnel amélioré, c'est qu'on trouve un puits traditionnel déjà existant, on fait du coffrage. Et ces genres de puits traditionnels améliorés que Roland Tapia a introduit ont une durée de vie de 6 ans. Donc c'est vraiment une aubaine pour les nomades. Ils ne veulent pas eux-mêmes couper les arbres, c'est par la force des choses, parce qu'il faut que le bétail quand même boive. Et il faut que les humains aussi boivent. Voilà pourquoi ils coupent. Donc, ensemble, on s'est entendu avec la population. Écoutez, nous, on s'engage à concevoir ce type de puits. Nous avons trouvé tout de suite un preneur, c'est le Conseil régional de l'Île-de-France, donc, et qui s'est engagé à financer, n'est-ce pas, cette activité de puits traditionnel amélioré. Et aujourd'hui, c'est à la grande satisfaction de la population locale. Il faut dire que la population locale contribue à hauteur de 1/3. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très accepté. Les demandes sont énormes, même si on n'arrive pas à couvrir, n'est-ce pas, toutes ces demandes, mais au fil du temps, parce que nous continuons à chercher des financements, et en particulier pour cette activité, parce que nous savons que s'il faut préserver le peu de végétation qui reste dans cette zone, il faut trouver une alternative au puits traditionnel. Comment se manifestent les actions dans le secteur de la santé? Les actions dans le domaine de la santé sont faites en étroite collaboration avec les nouveaux constructeurs, une ONG française, et donc c'est la Fondation Mitterrand. Et aussi, il y a une autre ONG, ESAFO, vous pardonnerez le fait que je ne peux pas développer les sigles, et qui est avec LNC, qui sont au niveau de l'internat Matassa de Zander. Donc, plus la direction régionale de la santé, et qui met à contribution des agents d'appui pour ces genres de missions. Nous organisons en fait, c'est des missions de pays sanitaires. On fait 3 sorties par an et on visite un minimum de 20 campements par sortie. On fait non seulement de la consultation, mais on fait aussi du traitement sur place, 2 fois de l'évacuation. Et ceci est d'autant plus très important qu'à un moment, vous savez, jusqu'à une date récente, il n'y avait aucune case de santé fonctionnelle au niveau des termites. Et pour venir à Tesker, vous avez un minimum de 130-140 km à parcourir à dos de chameau.
Donc c'est vraiment une chance que ce projet aussi a ce volet. Et on visite les campements, on fait des traitements, on fait même le suivi des malades chroniques dans cette zone-là. Et voilà donc ce qui concerne le volet santé. De quoi s'occupe le volet éducation? L'éducation toujours en étroite collaboration avec les nouveaux constructeurs. Et donc l'internat Matassa, nous les aidons à faire des recrutements d'enfants nomades défavorisés mais de brillants élèves pour pouvoir intégrer l'internat Matassa. Donc, et en plus de cela, non seulement nous assurons beaucoup le transport, nous aidons au recrutement, mais aussi nous encourageons les nouvelles créations, les écoles nouvelles créations avec du matériel didactique, etc. tout autour des termites. Aujourd'hui, on a des écoles nouvelles créations. Donc voilà, grosso modo, du point de vue éducation, ce qu'on fait. Donc au niveau de votre programme, vous initiez également des campagnes de sensibilisation. C'est des campagnes de sensibilisation interpersonnelles ou bien c'est des sensibilisations en séance tenante avec du monde, comme on le dit? En fait, les types de sensibilisation, c'est à 3 niveaux. Au niveau de la population locale, pour qu'elle puisse continuer à conserver son environnement, ce qui est logique et naturel. Ensuite, au niveau des autres partenaires techniques qui ne veulent pas encore partir dans cette zone qui est souvent dite zone dangereuse, mais aussi nous faisons de la sensibilisation par rapport aux résultats du suivi écologique, par exemple, et de toutes les autres activités que j'ai précitées au niveau des universités. Justement, pour parler du suivi écologique, comment est-ce que ce suivi-là se fait? De quoi s'agit-il en réalité, le suivi écologique? Le suivi écologique, c'est ça la conservation, c'est ça le premier volet dont nous avons parlé. Et c'était ça que je vous ai dit, il y a un monsieur responsable du suivi écologique et qui parle, et non seulement il y a lui, mais il y a aussi les agents de l'unité de gestion de l'aire protégée donc de la réserve. Ils les forment. Sciences tenantes, ils partent ensemble. Et il y a un responsable aussi suivi écologique au sein de l'équipe de l'IGA, donc de la réserve. Et ils participent avec les forestiers qu'ils forment. Parce que vous savez, à long terme, ça revient aux forestiers, n'est-ce pas, d'assurer la pérennité de ce suivi écologique, parce que c'est un suivi écologique à long terme. Votre programme lutte contre le braconnage, qui est un mal qui provoque la disparition de certaines espèces, notamment rares en voie de disparition. Est-ce qu'il vous arrive, quelles sont d'abord les conséquences de ce braconnage-là sur la faune? Vous savez, le braconnage est différent de la chasse. La chasse, elle est régie par la loi. La loi 92/07 du 29 avril 1998 fixant le régime de la chasse et la protection de la faune au Niger, prévoit tout, la pente de permis, là où on peut chasser, là où on ne peut pas chasser. Le braconnage, il est illégal. Il est illégal d'autant plus qu'il est destructeur. Il est fait sans éthique. Il n'y a pas d'éthique à ce qui concerne le braconnage. Et c'est ce qui gangrène aujourd'hui la conservation dans cette réserve. Et c'est pourquoi il faut appuyer les forestiers à lutter contre ce braconnage. Vous savez, à un certain moment, les militaires étaient malheureusement dans le braconnage, ceux qui sur les pétroliers. Mais Dieu merci, avec l'avènement des FDS, Forces de défense et de sécurité, et en particulier, ça je le martèle très bien, l'arrivée du gouverneur de Zender, M. Moutari, Kalla Moutari, qui n'a pas hésité à dire, et de façon rigoureuse et répétée, il a répété à forte dose que le braconnage doit être réellement reprimé. Il nous a donné le courage. Il a armé les forestiers du courage. Et aujourd'hui, grâce à son discours répété, quand on répète quelque chose à forte dose, ça reste finalement dans la tête. Nous avons vu aujourd'hui, pour te donner un peu de chiffres, des lionceaux qui ont été arrêtés. Ce n'est pas des forestiers qui ont arrêté, qui ont pris 2 lionceaux, mais c'est des douaniers qui ont arrêté quelqu'un en provenance du Nigeria avec 2 lionceaux.
Vous voyez? Et là, c'est le résultat de la sensibilisation. Puis, ensuite, une dizaine de tables braconnées par un élu confisquées par la police. Tu vois? Un braconnier en possession d'une gazelle de casse poursuivi et arrêté à la barrière de Gouré par la garde nationale. C'est des indicateurs objectivement vérifiables qui montrent le succès de la sensibilisation et l'engagement de l'autorité. Parce que vous savez, cette réserve, elle est créée par le gouvernement de la 7e République. Il n'est pas donné à n'importe qui de créer une réserve aussi grande que celle-là. La plus grande réserve du monde, avec 9 700 000 hectares. C'est la plus grande réserve terrestre au monde. Donc le gouvernement du Niger a pris son courage, que nous saluons en tant que conservateurs de la nature. C'est extraordinaire. On ne peut pas se permettre alors de ne pas s'aligner derrière cet engagement du chef de l'État et de son gouvernement. Il faudrait poursuivre sur le terrain pour qu'elle ne soit pas une réserve sur papier. Il faut qu'elle soit fonctionnelle. Il faut que les raisons de la conservation restent. Vous savez, cette réserve, elle regorge les derniers groupes à l'état naturel d'Adax, qui est cette grande antilope blanche, très belle à voir. Pas plus de 200 individus. Toutes nos recherches, que ce soit les dénombrements aériens qu'on a fait, que ce soit le suivi des transects avec des 4x4 qu'on fait régulièrement, ont démontré qu'on n'a pas plus de 200. Et ça, c'est pour toute l'humanité. Voyez-vous, on a cette lourde responsabilité d'abriter les derniers spécimens des ADAX au monde. C'est une responsabilité que si on ne fait pas attention, la génération à venir va nous condamner par rapport. Le braconnage, c'est une activité qui est illégale, mais la chasse, quand même, elle est permise et elle est réglementée au Niger. Est-ce que dans cette réserve-là, où se trouvent des animaux d'espèces rares, comme vous venez de le dire, est-ce que la chasse, elle est permise? Non. Le conservateur de la réserve est beaucoup plus placé pour vous parler de la loi, mais en tant que Niger, parce que nul n'est censé ignorer la loi, je me dois de vous dire tout de suite que la loi 92/07 dont je venais de citer interdit complètement toute forme de chasse à l'intérieur d'une aire protégée, n'importe laquelle. Il y a des endroits où c'est indiqué d'aller chasser, il y a des endroits où on ne peut jamais chasser. À l'intérieur d'une réserve, on ne chasse jamais. C'est du braconnage si on l'appelle. Il peut y avoir des prélèvements scientifiques, mais sur autorisation spéciale de la plus haute autorité de l'État. Donc c'est ça. Alors, vous commanditez également des études sur l'impact de l'exploitation pétrolière sur la protection de la faune dans la réserve de termites et Toutoma. Comment se porte cette cohabitation entre exploitation pétrolière et conservation, protection de la faune? Vous savez, effectivement, là, c'est la grosse question. Les ADAX se trouvent exactement là où l'exploitation pétrolière se fait. Mais l'exploitation pétrolière, il y a une chance, peut-être qu'elle n'est pas encore perdue, comme je l'ai dit, pour le Niger, de démontrer qu'on peut faire de l'exploitation propre du pétrole. Avoir du pétrole qui a le label éco. Et la réserve là, quand elle a été créée, elle a été conçue et perçue comme un élément d'atténuation d'impact de l'exploitation pétrolière. Ça veut dire quoi? Que l'État a mis tous les moyens pour que l'exploitation pétrolière et la conservation de la réserve puissent se faire dans un sens, n'est-ce pas, gagnant-gagnant. Bon. C'est clair que dans la mise en œuvre des dispositions, il y a des lacunes. Et c'est ce qui fait qu'on a constaté amèrement que le personnel pétrolier a longtemps braconné, surtout dans la phase d'exploration. Parce que la phase d'exploration, c'est la phase la plus dangereuse où il y a de la destruction de la faune, les camionneurs, les militaires qui circulent derrière eux, et même, parce que tout le monde, les mécaniciens, etc., ils braconnent. Ils braconnent une fois de poursuite des troupeaux. Vous savez, si vous poursuivez un troupeau d'ADAX
déjà, la Dax, c'est une antilope qui a la réputation de ne pas boire de l'eau, même en captivité. Elle trouve l'eau sur la rosée des montagnes, sur les petites touffes de cornilaca, une espèce appétée. Donc ça veut dire quoi? Il gère, la Dax gère l'eau, n'est-ce pas, de façon très rigoureuse. Mais s'il y a une poursuite, il se déshydrate très vite et facilement, après 2 km, il peut tomber mourir. Moins de 2 km, parce qu'il fait extrêmement chaud dans cette zone désertique, il n'y a pas de l'ombrage. Vous poursuivez un troupeau, vous tuez un, ensuite rassurez-vous que vous avez tué en réalité une dizaine. Parce que la poursuite va faire ce que les autres aussi sont éliminés, ils tombent, ils meurent. Donc c'est pourquoi c'est catastrophique. Et je pense que des dispositions telles que prévues dans leur plan, dans l'étude d'impact, doivent être mises en œuvre, notamment le cadre de concertation entre les environnementalistes et le personnel pétrolier, la communauté locale, les élus locaux. Un cadre de concertation élargi à la société civile également doit être créé pour que les responsabilités puissent être chaque fois situées et pour qu'on puisse ensemble, grâce au BIE, le Bureau d'études d'impact, n'est-ce pas, qui est normalement la direction censée d'apporter d'apporter d'informations par rapport à la mise en œuvre de ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale. Ça fait, quand on élabore une étude d'impact, elle est suivie toujours de ce qu'on appelle le plan environnemental et social. Le plan environnemental et social, à l'intérieur, il est décrit comment atténuer les différents impacts possibles qui peuvent survenir suite à l'exploitation pétrolière. Mais si il n'y a pas un cadre de concertation, même si le pays assure régulièrement le suivi de la mise en œuvre de ce plan environnemental et social qui est fait normalement par les pétroliers, la mise en œuvre est faite par les pétroliers, mais le suivi est garanti par le bureau d'études d'impact. Donc normalement, il doit y avoir un cadre où le BIE annuellement vient dire voilà ce qu'on a fait. Il faut que ça soit officiel, il faut que ça soit transparent, il faut que ça soit soumis à des discussions. Et c'est ça qui va complètement chasser toute forme de suspicion. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite arriver à là, autour de l'autorité régionale, par exemple, avec les différents acteurs concernés, les maires, les environnementalistes, etc., la société civile. Le BIE vient exposer, n'est-ce pas, l'état de la mise en œuvre, en présence des pétroliers aussi, de ces plans de gestion environnementale et sociale. Une fois débattu, pensez-vous encore qu'il y aura des suspicions à gauche, à droite sur ce qui se passe? La sensibilisation aurait gagné. La confiance allait vraiment renaître entre les acteurs. Et notre pétrole, en ce temps, pouvait bel et bien avoir la chance d'être un pétrole éco, qui a un label éco. Donc, et c'est ça, notre souhait, c'est ça. Je serais fier qu'on me dise qu'on a du pétrole vert au Niger. Le pétrole, il peut financer la réserve. D'ailleurs, c'était ça. Tu sais, le gouvernement de la 7e République, en la créant, ce n'est pas pour augmenter la charge du budget national. Mais du moment où il y a l'exploitation pétrolière à côté, pourquoi l'exploitation ne peut pas assurer 30 millions par an est suffisant, n'est-ce pas, avec ce que les autres partenaires amènent, c'est suffisant pour gérer la réserve. C'est suffisant. Mais c'est quoi 30 millions pour un pétrolier? Ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien du tout. Hein? Ce n'est que dalle. Donc, mais il faut ces cadres de concertation. Les pétroliers, je ne les en veux pas parce que quand il y a eu du braconnage, ils ont renvoyé presque la main-d'œuvre qui était concernée. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut absolument faire quelque chose dans le sens de la conservation. Donc, de par tout ce que vous avez développé tout au long du début tout au long de cet entretien, il ressort clairement que cette réserve est d'une grande importance pour le Niger et au-delà pour le monde entier, parce qu'il y a des espèces rares même qui y vivent. Donc, comment est-ce que les populations locales perçoivent-elles les messages que vous véhiculez à travers
les sensibilisations, bien que le développement montre déjà que quelque part, il y a une certaine appropriation du message de la part des populations. Oui. Vous savez, tout a commencé avec la population locale. Ils étaient au début au centre de toutes les actions. Même la catégorie d'air protégé qui est choisie, je vous ai dit, nous ont dit nous voulons un type d'air protégé où nous allons faire normalement nos activités pastorales, mais nous, on va protéger la faune à Orange. Donc ça, c'est un message clair. C'est pourquoi on a choisi la catégorie qu'il faut. N'est-ce pas? On les a proposé la catégorie qu'il faut, qu'ils ont validé. Ensuite, le gouvernement de la 7e République, il a décrété, il a créé la recette le 6 mars 2012. Donc, mais ce que j'ai à dire, vous savez, en dehors de la gaz, il y a la gazelle d'Ama. La gazelle d'Ama, c'est ce qu'on appelle MENA, cette gazelle qui a donné son nom à l'équipe nationale. Tout le monde aime MENA. C'est pareil, cette population aime la gazelle d'Ama réelle. Et je pense que, donc, tu vois, il y a plein d'autres espèces, telles que, si tu prends le vautour orikou, c'est le grand vautour, il y a juste une trentaine de couples, et qui nichent que là-bas et à Gatbéj, dans tout le Niger. C'est ce qu'on appelle Meki en français. Tu vois, c'est des espèces rares. C'est des espèces rares et aujourd'hui qui font la fierté du Niger. Après ça, il y a le mouflon en manchette, la Gondouzi, qui est dans toute cette montagne très belle, longue de plus de 150 km, longue par la hauteur. C'est plein on a plein de gazelles d'orcas aussi. C'est là où il y a la plus grande concentration de la gazelle d'orcas au Niger, en plus. Donc c'est un des êtres vivants, tu vois bien. Et je continue, je peux parler du guépard du Sahara. C'est aussi, il y a une dizaine d'individus peut-être encore qui existent, mais de toutes les façons, il existe parce qu'on voit les activités. Et grâce à nos pêches caméras, on arrive à voir toutes des photos de tout ce qu'on est en train de dire. Donc, la population connaît l'importance de la faune. Elle a toujours vécu avec la faune. Pour elle, c'est la faune qui amène l'eau. Pour elle, c'est la faune qui fait la beauté du paysage. Pour elle, la faune, c'est ça la télévision des enfants. Parce que quand les parents travaillent, les enfants, ils observent, n'est-ce pas, les petits des gazelles, hein, n'est-ce pas, qui trottinent, etc. C'est un paysage extraordinaire, d'une beauté extraordinaire. Mais sans cette faune, il est très difficile, non seulement de maintenir le pâturage sur lequel repose le pastoralisme, mais aussi la beauté extraordinaire, n'est-ce pas, du vivant mouvant au vivant fixe, c'est-à-dire les arbres et tout ce qui bouge. Donc, elle est très bien perçue. Ils aiment beaucoup la faune. C'est pourquoi ils se sont battus pour que cette réserve soit créée. Nos amis, c'est vrai qu'ils arrêtent de faire les braconniers et ils appellent le projet pour informer les eaux et forêts pour aller récupérer le braconnier. Est-ce qu'il vous arrive d'enregistrer des cas, par exemple, de refus, de réticence, de difficultés face de certains membres de cette population locale qui peuvent penser que la faune, c'est un bien public qui appartient à tous et qu'ils peuvent en disposer? Certainement à tort parce qu'ils ne connaissent pas les lois qui régissent l'existence de cette faune-là. Ils peuvent penser qu'ils ont le droit d'en disposer à leur guise. En fait, en ce qui concerne la population locale, si tu prends les responsables, notamment les chefs de campement, les chefs de groupement, tu sais en majorité, il y a 3 populations où c'est les Toubous, où c'est les Arabes, où c'est les Touaregs, tout autour. Donc, cette population, non seulement sont sensibilisés, mais ont participé à l'effort de la création de la réserve. Maintenant, souhaitent aussi participer à l'effort de la conservation de la réserve. Tu sais que le projet travaille avec ce qu'on appelle les agents communautaires. Les agents communautaires sont issus des communautés locales. Ils sont au nombre de 8 aujourd'hui, n'est-ce pas, et qui sont payés par le projet, qui sont des agents de projet pour sensibiliser la population, pour faire de la patrouille, mais aussi pour donner des informations au projet. En cas de réticence, comme tu l'as dit, quand on trouve des choses pour faire appliquer la loi. Mais,
comme je l'ai dit, en dehors de ceux qui reviennent de la Libye, éventuellement qui n'ont pas l'information ou qui ne savent pas l'importance encore de cette réserve, ceux qui sont, en fait, on n'a pas enregistré de cas de révolte ou de cas de braconnage délibéré, non, juste pour dire que c'est notre foi, on tue, non. Mais par contre, ceux qui reviennent de la Libye, effectivement, il y a des jeunes fougueux qui ont des véhicules 4x4, qui ont l'habitude de poursuivre. Récemment, un véhicule 4x4 a été pris à Ingoti, n'est-ce pas? Et c'est même la population, cette même population qui a dénoncé donc un de ces éléments pour dire voilà ce qu'il fait. Il est revenu de la Libye, il ne sait pas comment les choses se passent. Il rentre dans le braconnage, on lui a parlé, il refuse. Donc, et la loi, là, on lui a appliqué la loi. Quels sont les projets, autres structures avec lesquelles vous collaborez? Oui. Le projet Fauna Corridor Niger, c'est notre appui principal. Vous savez, lui, il est plus grand encore, il s'occupe de la réserve de Gadbeji. Il y a un couloir de migration de l'Aïr Ténéré, cette réserve, etc. C'est comme on le dit, c'est un corridor. Gadbeji, c'est la réserve. Gadbeji, c'est la réserve de Gadbeji, c'est une réserve qui est située à Dakoro. Maintenant, c'est dans la commune de Barmou, je pense, c'est bien ça. Dans le département de Barmou, je pense, c'est un département maintenant, mais la commune, c'est Gadbeji. Donc, c'est une réserve aussi historique qui a été créée depuis le temps colonial et elle joue aujourd'hui des mêmes principes de conservation que cette réserve, cette plus grande réserve. Donc, le projet Fauna Corridor, on travaille en étroite collaboration, on fait beaucoup de synergies avec ce projet dans le cadre du suivi écologique, etc., dans le cadre de la lutte anti-braconnage, dans le cadre de révision et d'appui à la population, de révision des PDC, des plans de développement communaux, n'est-ce pas, des différentes communes d'intervention. On fait beaucoup de choses avec eux. Les autres structures, je vous ai parlé aussi des ONG ESAFRO, LNC, ESAFRO et Matassa. Je vous ai également parlé de la direction régionale de la santé. Donc, en fait, on a la direction régionale de l'environnement qui nous héberge. Et donc, aussi les chasseurs traditionnels autour du sultan de Zander, qui sont désormais engagés à apporter leur contribution dans la lutte contre le braconnage et qui connaît mieux qu'un chasseur traditionnel là où on peut accoster un braconnier. Donc ça, c'est une grosse première. Un travail main dans la main entre forestiers, chasseurs traditionnels et les projets, c'est quand même une chose merveilleuse, reconnaissable. Donc avec tout ça, il faut aussi citer l'unité de gestion, c'est naturel. Nous, on est là on n'est qu'un projet. On est là pour appuyer l'unité de gestion de l'aire protégée. Donc il y a un conservateur, il y a 20 agents forestiers armés qu'on appuie. Donc voilà, en d'autres termes, si tu veux, mais on a de très bonnes relations avec les militaires. Il ne faut pas occulter ça, malgré les quelques cas de braconnage, c'est des cas d'insubordination, je peux le dire. Parce que qui sont négligeables. Oui, qui sont négligeables par rapport à la contribution de l'armée, parce que quand même on travaille beaucoup avec les comzones dans le cadre de la communication. Quand nos équipes sortent, on fait la radio, tout ça, grâce à une contribution de l'armée. Et par le passé, l'armée nous a aidés dans le cadre de l'information par rapport même à la faune sauvage. Donc, je peux dire donc aisément en fait l'armée aussi y contribue. En amont, vous avez ébauché le soutien qu'apportent les autorités, notamment régionales, à votre engagement dans la protection de la faune. Si l'on doit donner une note à ce soutien-là, quelle peut être cette note? Est-ce qu'elle sera supérieure à la moyenne de 10 sur 20? Mais disons que sans ce soutien, c'est la première fois d'abord qu'on a eu un gouverneur qui soutient une conservation de la façon la plus ferme et la façon la plus plausible. Il nous a dit, partez chez moi à tout moment si vous voyez une seule plume d'un oiseau qui vient de la faune sauvage, alors dites-moi que j'ai violé la loi. Alors, ce soutien qui n'est rien d'autre qu'un souci, n'est-ce pas, de l'application de la loi, c'est ça qui est le plus important pour nous. Il connaît la loi.
Il aime que les gens respectent la loi. Et je pense que la population de Zander le sait. Tout sauf la loi. Si vous respectez la loi, vous n'avez pas de problème avec elle. Donc c'est la première fois. Et nous sommes heureux de le dire. On ne va pas cesser de chanter des loges parce qu'il faut être reconnaissant aussi vis-à-vis des efforts des gens qui nous gouvernent. Et ça, je parle vraiment du gouverneur de Zander. Donc c'est extraordinaire. Le sultan de Zander nous a reçus à plusieurs reprises. Il a organisé une grande rencontre avec plus de 300 chasseurs traditionnels. Tu vois comment c'est important. Il veut aussi que les ressources du Damagaram soient préservées. Le sultan du Damagaram le veut. Il l'a dit clairement. Aidez-les. Travaillez avec eux. Informez-vous sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut jamais faire. Sinon, vous n'êtes plus des chasseurs, mais des braconniers. Donc faites attention. Ça, c'est extraordinaire. Donc, vois-tu, le soutien est là. Je vous ai parlé depuis le haut. Le président de la République, le Premier ministre, ils ont créé la réserve. Le Premier ministre était au four et au moulin pour la création de cette réserve. Autant que je vous le dise. Tout comme par le passé, il a aidé à créer la réserve de l'air éditoriale, la deuxième plus grande réserve au monde après celle-là. Donc, le même élan, c'est avec cette même stratégie qu'il a pu pousser la création de la réserve éternité de Tchitouma. Donc, le climat politique et administratif est parfait pour la conservation. Je peux le dire. Nous avons les soutiens des plus hautes autorités de l'État. Au niveau régional, nous sommes en face d'un gouverneur qui est prêt tout le temps à nous écouter, à nous recevoir et à ne jamais protéger celui qui a violé la loi. Au-delà des autorités, qu'attendez-vous concrètement de la population? Parce qu'en réalité, vos actions, c'est pour ces populations-là que vous êtes en train de protéger cette faune, pour que à l'avenir, l'enfant de 2 ans d'aujourd'hui puisse dans 10 ans, voire 20 ans, voir de ses propres yeux une gazelle, par exemple, gamin à l'état sauvage. Exact. Tu sais, il s'est créé à Zander ce qu'on appelle le collectif des ONG. 29 ONG, suite au braconnage que vous connaissez là, militaire. Donc, on crée ce qu'on appelle le cadre de concertation pour la conservation de la biodiversité de Zander. Ils sont très actifs. Ils continuent à se battre pour appuyer la mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion de la réserve. Ils viennent en appui tout le temps, ou deux fois ils prennent même le devant à l'unité de gestion par rapport à la lutte contre le braconnage, à la sensibilisation. Ils viennent de faire une grosse campagne de sensibilisation sur les vautours, depuis Kony jusqu'à Zander, jusqu'à Kelly, etc. Ils sont revenus. C'est une caravane qu'ils ont organisée de sensibilisation sur le vautour. Donc c'est extraordinaire. La population se mobilise. Au niveau local même, à Termite, vous avez vu quand il y a eu le braconnage militaire, comment toute la population s'est réunie pour faire une déclaration, dites la déclaration de la population de Termite et de Tchitouma. Pour dire non, nous ne sommes pas d'accord au massacre, nous n'accepterons pas le massacre de la faune. Donc, c'est dire que la population, ce qu'on attend d'elle, c'était cette mobilisation. Elle est mobilisée. Elle est mobilisée. Mais maintenant, tout ce qu'on veut, et c'est notre vœu, c'est que le pétrolier puisse aussi jouer leur rôle à travers ce cadre de concertation. Et puisse réellement considérer la réserve comme un élément d'atténuation d'impact de l'exploitation qu'ils font de la zone, en finançant des actions de conservation véritables, visibles, telles que prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale. C'est cela nous qu'on veut, rien d'autre. Vois-tu que tu penses que c'est facile aujourd'hui de prendre de l'argent chez quelqu'un pour venir arranger ce qu'un autre a gâté? Non. Je pense qu'il doit, la responsabilité sociale et environnementale, il doit pleinement s'assumer en finançant, je dis bien la réserve, en finançant la réserve, finançant des actions de développement local visibles, pas au cas par cas, pas au cas par cas. Les plans de développement communal des communes, etc.
le plan d'aménagement et de gestion de la réserve. Ils doivent le financer. Donc voilà ce que j'ai à dire. Très sincèrement, c'est notre vœu. Et c'est ça le défi nouveau. C'est que si le personnel pétrolier cesse de braconner, quand je dis c'est élargi le personnel pétrolier, y compris les militaires de la sécurité, si le pétrolier finance la réserve pour que les actions de conservation véritables puissent prendre place, notamment la mise en œuvre du plan d'aménagement de gestion qui est validé par l'ensemble de la population, l'ensemble des acteurs, on dit que ce plan d'aménagement de gestion de la réserve, si on le met en œuvre, bientôt la faune va revenir. C'est validé par tous les acteurs. Donc, faisons en sorte qu'il est fait sur 4 ans. Faisons en sorte qu'il y ait une contribution des pétroliers. Tout comme, tu vois, j'ai parlé de l'AFD, l'Alliance française de développement, l'Union européenne, c'est elle qui a financé la création de la réserve. Le FEM, Fonds français pour l'environnement mondial, c'était le premier à financer le tout premier projet qu'on appelle Antilope Sahel-Sahara. Justement, pour en parler de cette relation-là que vous avez au niveau international, notamment en Occident, quelle est la valeur qui est donnée à cette réserve-là au plan international? Parce que vous participez à des forats, à des échanges au plan international dans le cadre de la conservation de la faune. Vous savez, la communauté internationale, c'est elle qui a financé au tout début les recherches pour la création de la réserve. Je vous ai parlé du Fonds français pour l'environnement mondial. Tout début, c'est lui qui a financé le premier projet ASS, Antilope Sahélo-Saharien. Ensuite, il s'est épuisé, il y a eu nécessité de continuer parce que la réserve, les autorités de ces temps-là n'ont pas bien voulu créer la réserve. Donc, l'Union européenne a dit non, au vu de cette richesse, n'est-ce pas, qui est non seulement nationale, mais internationale, on ne peut pas laisser. Ils ont financé la phase 2 du projet Antilope Sahélo-Saharien, toujours sous le parrainage de la Convention sur les espèces migratrices. C'est une convention que le Niger a signée et c'est à travers cette convention qu'on voit le respect de la mise en œuvre de tout ce qui a été arrêté lors de la signature. Vous savez, quand on signe une convention, on a un devoir de respecter, n'est-ce pas, tout ce qui a été arrêté avec l'ensemble de la communauté internationale. Et c'est l'une des plus grandes conventions, la Convention sur les espèces migratrices, ou Convention de Bonn. Et les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. C'est elle qui a créé le projet ASS. C'est elle qui continue encore, c'est toujours sur son parrainage qu'on continue encore à mobiliser la communauté internationale pour financer toutes les activités que je venais de citer. Donc, pour vous dire que la communauté internationale perçoit très bien l'importance de et la valeur de cette faune relique. Vous savez, c'est le dernier bastion de la faune saharienne, la réserve de Tintouma. J'espère que vous mesurez la portée de ce que je viens de te dire. C'est-à-dire, nulle part au Sahara aujourd'hui, aucun des Saharas, vous ne trouverez une faune aussi riche et variée que celle de Tintouma à l'heure actuelle. Partout, elle est détruite. Elle a reculé, c'est son dernier bastion. Après ça, c'est fini. Ça fait, il y a quelques années, les autruches dans l'air Ténéré, il y a au moins 1500 individus, on pouvait facilement compter. En 2004, il ne restait qu'un seul individu, un mâle qui circulait. Aujourd'hui, il n'y a aucun individu à l'état naturel, de l'autruche à Boulouche. Ça a été massacré. Vous savez, l'homme, c'est la seule espèce capable d'éliminer une autre. Si on ne fait pas attention, c'est ce qui va se passer avec les autres espèces. Je vous remercie.